Salut Mumble, salut Facebook. Je sais pas si Isabelle va être parmi nous ce soir. Je n'ai pas eu de nouvelles. Domenico, tu as partagé la vidéo? J'ai quoi? Tu as partagé sur les clés de l'Europe? Pas encore, je partage quand ça démarre en général. Ok. Bon, il semble que les jours fériés soient pas très indiqués pour les jours fériés où je sais pas s'il fait beau chez vous, ici il fait très moche, mais les jours fériés soient pas très indiqués.
Alors je ne sais pas si on va être beaucoup plus ce soir. Et je vous propose d'attendre 2 minutes et dans 2 minutes on commence. Domenico, en l'absence d'Isabelle, je demanderais de suivre les commentaires et les éventuelles questions. Ok. Je pense que ça va pas durer très tard ce soir. Si, désolé. Hein. Je veux bien parler avec toi, mais pour l'instant, je suis au micro et donc je suis pas au clavier. Bon, je vous propose de débuter. Alors, bonsoir et bienvenue à tous en ce jeudi 10 mai 2018 pour la 105e édition de cette émission interactive. Je suis Yannick Hervé de l'association Les Clés de l'Europe et j'anime cet exposé débat tous les jeudis soirs. Donc merci à Domenico qui va m'assister pour recueillir les questions et distribuer la parole. Je rappelle que le flux audio est disponible sur Mumble, qui permet une interaction grâce au micro de chacun. La vidéo qui encapsule les interventions Mumble est retransmise sur Facebook, n'hésitez pas d'ailleurs à la partager. Sur Facebook, vous pouvez poser des questions ou faire des remarques dans les commentaires qui sont repris par l'animateur. La vidéo est enregistrée et permet de fabriquer une archive. Le sommaire de ce numéro 105. Donc on va parler de Trump et de l'accord nucléaire iranien et de ses implications pour l'Union européenne. On parlera du futur gouvernement italien, hypothétique pour l'instant, mais potentiel. Dans les indices du bordel ambiant, on parlera de l'économie mondiale, de la culture européenne, de la panique sur les bourses, du communiqué du CRIF et d'Israël, de Juncker et les fonctionnaires britanniques. L'UE est généreuse avec votre argent. On fera quelques citations. On parlera d'une consultation sur l'avenir de l'UE, consultation publique, et on parlera du journal Ipso Facto Europa. Donc on va commencer par Trump et l'accord nucléaire iranien. Alors, je vous mets pour ceux qui ont l'image, hein, vous avez le droit à une image, mais bon, je vais vous rappeler ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de problème. Alors, je vous mets une image, encore faut-il que je l'affiche. Donc, dans le contexte, après un régime de sanctions économiques extrêmement dur, Obama a imposé un traité de modération nucléaire avec pour objectif d'empêcher un pays souverain, donc l'Iran, d'acquérir des technologies pour obtenir une arme nucléaire. Donc ces tractations à l'époque se sont faites déjà sous pression d'Israël, qui, je le rappelle, possède un arsenal atomique illégal. Suite à cet accord, donc, avait été signé par l'Iran, bien sûr, les USA, la Russie, la Chine, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. On remarquera que l'Union européenne n'est pas signataire, elle n'a donc rien à dire, elle n'est pas signataire de cet accord. Donc il y a l'Iran en face de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pays, USA, Russie, Chine, France, Allemagne,
Royaume-Uni. Alors cet accord prévoit, vous pouvez le voir sur l'image pour ceux qui ont l'image, une séquence qui va de 2015 à 2040. Donc signature de l'accord en 2015 contre réduction des 2/3 du contingent de centrifugeuses. Ce sont les machines qui permettent d'enrichir l'uranium, et donc passer de l'uranium civil à l'uranium militaire. Fin des sanctions économiques en 2016, fin de l'embargo sur les armes en 2020, les armes classiques, fin de l'embargo sur les composants balistiques en 2023. De composants balistiques, c'est composants pour faire les vecteurs pour transporter des missiles. Fin de limitation des centrifugeuses et imports de matériel nucléaire en 2025. Fin de l'interdiction de développer des réacteurs à eau lourde en 2030. Et fin des inspections supplémentaires de l'AIEA en 2040. Donc voilà, c'est ce qui devait se dérouler. On est en 2018, donc on est à peine à la première étape. Donc fin des sanctions économiques en 2016. Donc il n'y a même pas eu la fin de l'embargo sur les armes qui était prévue en 2020. Et donc sous pression d'Israël et suite à une promesse de campagne pour plaire au camp républicain, Trump a décidé de sortir unilatéralement du traité avec l'Iran au mépris du respect de la signature donnée. Donc en fait, il dit, moi je respecte pas le traité, je pense que c'est une mauvaise chose, et donc je ne l'applique plus. Donc d'un côté, il ne l'applique plus vis-à-vis des États-Unis pour l'Iran, bien que l'Iran est toujours maintenu dans le traité avec les autres pays, et en fait, les États-Unis décident de remettre en place le régime de sanctions. Donc la conséquence est le retour au régime de sanctions et des tentatives d'isolement économique et diplomatique de l'Iran. Donc tous les autres pays signataires tentent de maintenir l'accord, c'est-à-dire tous les pays Russie, Chine, Angleterre, France et Allemagne. Alors quand je dis Angleterre, il faut comprendre Royaume-Uni, bien entendu. Et l'Arabie Saoudite, un des rares pays avec Israël à soutenir fermement le choix de Washington contre leur bête noire commune, l'Iran chiite, a aussi adressé sa mise en garde. Si l'Iran se donne une capacité nucléaire, nous ferons tout notre possible pour faire de même. Donc a prévenu le chef de la diplomatie du royaume sunnite. Alors il faut voir que dans cette histoire, l'Arabie Saoudite et Israël sont dans le même camp. Et sont contre l'Iran. Alors, ce qui se passe en Iran, il y a eu des commentaires suivants. Si vous ne réussissez pas à obtenir une garantie définitive, et je doute réellement que vous puissiez le faire, à ce moment, on ne pourra plus continuer comme ça. Donc ça, c'est ce qu'a déclaré le guide suprême iranien. Vous savez que en Iran, on a un gouvernement et on a un guide suprême qui est un guide religieux et qui surveille le gouvernement. Donc ça, c'est ce qu'a dit le guide suprême au gouvernement du président Rouhani. Et sans résultat dans les prochaines semaines, l'Iran agite le spectre d'une reprise de l'enrichissement d'uranium sans limite qui achèverait définitivement l'accord. Alors si Téhéran n'a pas immédiatement claqué la porte à son tour, Hassan Rouhani, tout comme l'ayatollah Ali Khamenei, qui est le guide donc, qui a la plus haute main sur les grands dossiers du pays dont le nucléaire, ont réclamé des garanties solides et réelles des Européens. Donc en fait, ils disent aux Européens, garantissez-nous qu'il n'y aura pas de sanctions nucléaires et qu'on va continuer, de sanctions économiques et qu'on va continuer sur cet accord nucléaire dans les termes qui ont été signés, sinon on ne le respectera pas non plus. Alors, les sanctions américaines unilatérales, c'est normalement on pourrait se dire, les Américains vont se fâcher avec l'Iran, vont mettre en place des sanctions unilatérales, donc entre les entreprises américaines et l'Iran. Mais c'est pas si simple que ça, parce que du fait de l'extraterritorialité des lois américaines, si une entreprise commerce avec les USA, utilise des sous-ensembles américains, ne serait-ce qu'une rondelle dans un système, commerce avec du dollar ou emploie les Américains, alors elle doit s'y conformer. C'est-à-dire que toute entreprise, même si elle n'est pas américaine, qui remplit une de ces conditions, a obligation de se conformer aux ordres américains. Et si ce n'est pas le cas, il y a des grosses sanctions juridiques qui tombent. C'est les sanctions qui se comptent en milliards et ainsi de suite. Donc je vous rappelle que pour devoir appliquer les sanctions américaines, il faut que vous ayez par exemple une filiale où vous fassiez du commerce avec les États-Unis. Si vous faites du commerce avec les États-Unis, vous n'avez plus le droit de faire de commerce avec l'Iran. Si dans vos systèmes, vos dispositifs que vous devez installer ou vous devez vendre à l'Iran, vous avez un sous-ensemble américain, quel qu'il soit, alors vous n'avez plus le droit de l'exporter. Si vous faites le commerce avec du dollar, c'est-à-dire si vous échangez du pétrole comme c'est en dollars, ou si vous employez les Américains, à ce moment-là, vous devez appliquer ces sanctions. Alors, je vous rappelle que, pour anecdote, je vous l'avais dit la semaine dernière ou il y a 15 jours, l'Iran vient justement de décider de ne plus payer son pétrole en dollars, mais de le payer en euros. Et donc, on peut imaginer qu'il y ait une relation de cause à effet entre la décision de Trump et cette décision de l'Iran. Alors, il faut savoir que la première vague de sanctions a été extrêmement dommageable aux économies européennes et les pays européens ne veulent pas revenir à ces limitations. Alors, quelles sont les grandes entreprises françaises ? Je ne parle même pas des petites entreprises qui vont être très embêtées, mais les grandes entreprises françaises, actuellement, c'est Airbus qui a un contrat de 19 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais pas, en tout cas un gros contrat
pour une centaine d'avions. Mais comme dans ces avions, il y a des pièces détachées US, et ben Airbus ne pourrait plus vendre d'avions. Il y a Renault, notamment à cause de Nissan qui est installé aux US. Donc du fait que Renault est une filiale installée aux US, donc Renault n'aurait plus du droit de travailler avec l'Iran. Il y a Peugeot dans une certaine mesure, alors ça c'est pas encore très clair, mais il y a des chances que comme Peugeot veut ouvrir un service spécifique aux États-Unis, ben, il faut qu'ils choisissent c'est ou les États-Unis ou l'Iran, mais ils ne pourront pas faire les deux. Et un gros contrat de Total qui exploite actuellement, depuis 99, qui exploite un grand gisement de pétrole en Iran. Donc la société Total devrait revenir en arrière. Alors il y a peut-être des choses qui sont négociables, et puis surtout, et aussi la chaîne d'hôtels Accor, qui avait lancé un grand investissement de remise en état et de construction d'hôtels en Iran, et donc ça risque de s'arrêter. Donc la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, donc pour l'instant, parce que les fâcheries vont certainement arriver, veulent travailler avec l'Iran à une extension de l'accord actuel après 2025. Donc c'est ce qu'avait négocié Macron avec Trump quand il est allé le voir, mais ça n'a pas fonctionné. Et il faut bien comprendre que pour l'UE, c'est d'abord une guerre économique avant une position géostratégique. Donc d'abord, c'est défendre les entreprises et la croissance européenne. La géopolitique, ça vient en deuxième rideau. Quand on vit des interventions des gens, des représentants, en fait, on a l'impression que le nucléaire, ils s'en foutent, et qu'ils veulent juste que les grosses entreprises, je voulais parler que des entreprises françaises, mais bien sûr, les entreprises des autres pays sont aussi dans cet état-là, mais c'est la France qui est en première ligne, c'est surtout une guerre économique. Alors il faut aussi comprendre qu'Israël arrose le feu d'essence, en accusant l'Iran et en bombardant illégalement ses positions en Syrie. Vous avez dû suivre ce qui s'est passé cette nuit et ce matin, et la façon dont en parle la presse française est assez scandaleuse, c'est-à-dire que l'Iran occupe une partie de la Syrie sur le plateau du Golan, et a colonisé une partie de la Syrie. Israël, j'ai peut-être dit une bêtise, c'est Israël qui occupe une partie du plateau du Golan. Israël a bombardé des installations iraniennes, apparemment des installations iraniennes en Syrie, et donc les Iraniens ou les Syriens ont répliqué sur le plateau du Golan, qui ne fait pas partie du territoire israélien. Et la presse nous dit que l'Iran a agressé l'Israël, et Trump a fait un tweet disant qu'Israël avait le droit de se défendre. Enfin, c'est quand même Israël qui attaque le premier, donc comme Israël attaque, c'est quand même un peu compliqué de dire qu'elle se défend. Israël a fait tout son possible avec une grosse intervention de Netanyahou la semaine dernière pour que Trump prenne la décision justement d'annuler cet accord, et ça va mettre des grandes tensions dans la région. Il risque même d'y avoir le relancement de l'équipement en armes nucléaires, aussi bien en Iran, en Arabie Saoudite, renforcement d'Israël, enfin ça risque d'être assez chaud ces prochains temps. Alors contrairement à ce qu'écrivent les journaux, l'Union Européenne n'a pas à prendre position n'étant pas signataire de l'accord. On nous dit à chaque fois l'Europe prend... Voilà, en fait c'est pas l'Europe, ce sont les trois pays qui ont signé l'accord. L'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, mais l'Union Européenne en tant que telle, en tant qu'institution, n'est pas intervenue dans ce dossier. Alors face à cette nouvelle, l'UE s'est malgré tout dite déterminée à préserver le plan, dans une brève déclaration depuis Rome de la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini. L'accord, selon elle, répond à son objectif qui est de garantir que l'Iran ne développe pas des armes nucléaires. L'Union européenne est déterminée à le préserver. C'est une phrase assez creuse, c'est très faible d'un point de vue diplomatique, c'est même quasiment inexistant ce genre de déclaration. Il dit on a un accord, il a un rôle, effectivement cet accord a un rôle. La Commission européenne a prévu d'étudier les possibles contre-mesures face aux sanctions américaines. Donc dans un tweet, vous marquez la méthode de communication, dans un tweet, le président du Conseil européen Donald Tusk a promis une approche européenne unie et précise que les dirigeants européens aborderaient la crise nucléaire iranienne, mais aussi la guerre commerciale qui menace avec les États-Unis lors de leur sommet la semaine prochaine à Sofia. Donc en fait, on planifie des réunions, ça ne donne pas beaucoup de réponses. Donc Trump doit trembler de savoir que les chefs d'État vont se réunir. Alors il y a quelques questions quand même à se poser pour la suite, c'est est-ce que l'Allemagne osera se mettre en opposition avec les US ? Est-ce que le Royaume-Uni va privilégier sa proximité avec l'UE plutôt qu'avec le grand frère américain en période de négociation de Brexit ? Et est-ce que Macron restera ferme contre son ami Trump ? Donc il lui passait la main dans le dos il y a une semaine ou 10 jours, je crois que c'était le week-end dernier, donc je ne sais plus, une semaine ou 10 jours. Et maintenant il faut qu'il se mette en opposition totale contre lui, donc c'est quand même un peu bizarre. Alors, les autres États de l'Union européenne n'étant pas signataires de l'accord, ils n'ont pas leur mot à dire au sens juridique du terme, donc ils peuvent dire on n'est pas d'accord, mais ça n'a strictement aucun intérêt, et l'Union européenne peut faire des grands gestes, elle n'a pas signé l'accord, donc elle n'est pas partie prenante. Alors, on peut aussi souligner l'inefficacité de Macron à convaincre Trump, malgré les caresses et les bisous, puisqu'il est allé aux États-Unis, notamment
pour plusieurs dossiers, mais ce dossier, comme quoi il fallait ne pas annuler cet accord et le prolonger, le renégocier, en faire une extension pour la suite, et Trump n'en a pas du tout tenu compte. Alors vous savez que Trump agit surtout pour son électorat interne, donc il veut justifier, ou en tout cas il veut remplir ses promesses vis-à-vis des républicains et de son électorat, il s'en fout un peu du reste du monde. Néanmoins, il va y avoir ici une trisection ou une tripartie du monde qui risque d'être assez douloureuse, et donc on va voir la suite, on va voir comment va se comporter l'UE. Est-ce que l'UE se couche et après avoir fait des grands moulinets avec les bras, va appliquer ce que demandent les États-Unis, ou est-ce que l'UE se met pour une fois en rempart entre les États-Unis et ses volontés extraterritoriales, et va prendre ses décisions fermes et résister aux États-Unis. Donc ce sera très intéressant à voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour voir comment est-ce que ça va se passer. Vous savez que Macron recevait hier aujourd'hui le prix Charlemagne, où il a critiqué Angela Merkel pour lui dire qu'elle était un peu molle et qu'il faudrait un peu molle du genou, il faudrait qu'elle aille soit un peu plus ferme pour la volonté, pour l'avancée de l'Union européenne. Donc est-ce que ça va jouer pour qu'Angela Merkel puisse un peu recaresser Macron dans le sens du poil et puis oublier les autres dossiers de budget européen, ministre des Finances européen, ainsi de suite, de ces dossiers qu'elle ne veut pas traiter, elle ne veut pas les avoir sous le coude. Donc on va voir. Donc il faut être extrêmement attentif. Les choses peuvent être très importantes. Et les décisions qui sont prises là sont des décisions extrêmement importantes. Je veux dire, nous on est européens, on est en France, c'est pas grave. Si, c'est grave parce que il en va de la paix du Moyen-Orient et de toutes les dommages collatéraux qui pourraient survenir dans les pays d'Europe. Donc, ce sont des décisions extrêmement importantes et des événements géopolitiques extrêmement importants. Est-ce que quelqu'un veut parler un peu de ça ou je continue? Bonsoir Yannick, désolé, j'ai eu un petit souci technique. Je t'en prie. Tu reprends la main, Isabelle? Pas de souci, merci. Donc dis-moi, est-ce que quelqu'un veut intervenir là-dessus? J'ai une petite réaction sur Facebook. Vivi, bonsoir Vivi, qui dit en fait ils se tirent dans les jambes alors qu'ils sont de connivence. Ils sont de connivence sur beaucoup de choses. Trump met un peu le wild là-dedans quand même, parce que c'était attendu, mais c'était quand même une décision. Il aurait pu prendre une décision un peu plus douce. Il aurait pu retarder sa décision. Ça aurait pu être négocié. Là, il met les gens au pied du mur. Peut-être qu'il reculera dans les jours qui viennent, mais il met les gens au pied du mur. Et il va peut-être forcer la solidarité européenne. Ce qui n'est pas une bonne chose pour les gens qui n'aiment pas l'Europe, parce que si c'est une solidarité forcée qui va en plus permettre de faire passer d'autres dossiers pour dire voyez on est solidaires, on travaille tous dans le même sens, donc c'est pas très très bon, mais pour l'instant on est encore dans la phase des déclarations, on n'est pas dans la phase opérationnelle. D'après ce que j'ai lu, les États-Unis donneraient de 6 à 18 mois pour appliquer les sanctions. Donc c'est pas demain matin que les choses vont se passer, c'est dans les prochains temps. Je pense que d'ici l'été, et peut-être la rentrée après l'été, on verra les choses se décanter. Ouais, j'ai pas d'autres réactions, Yannick. Alors on va parler du gouvernement italien. Donc rappel des faits. Les élections générales italiennes du 4 mars ont placé en tête le mouvement 5 étoiles, M5S, mouvement de gauche, de Pepe Grillo, avec 222 sièges au Parlement, et la coalition de droite, la Ligue Forza Italia, donc c'est deux partis, donc Forza Italia c'est le parti de Berlusconi, avant c'était la Ligue du Nord, c'est maintenant la Ligue, pour 229 sièges. Donc aucun de ces mouvements n'a la majorité pour gouverner seul, il y a 630 sièges en tout au Parlement, il faut 316 sièges pour la majorité, et en plus M5S ne veut pas gouverner avec Berlusconi. Donc voilà, donc il faut trouver une coalition. Les coalitions avec les petits partis n'ont pas fonctionné, de toute façon n'étaient pas suffisantes. Il faut que deux de ces trois partis s'allient pour pouvoir faire un gouvernement de majorité. Alors Berlusconi vient de déclarer qu'il libérait son veto et qu'il ne voterait pas contre une alliance de gouvernement entre la Ligue et M5S, donc c'est-à-dire un mouvement de gauche plutôt type les Insoumis et un mouvement de droite
de type le Front National. Et quand on regarde les chiffres, le mouvement 5 étoiles plus la Ligue, c'est 347 sièges. Donc 347 sièges avec 316 de majorité, donc ça serait viable d'un point de vue numérique en tout cas. Luigi Di Maio, chef de file du M5S, et Matteo Salvini, patron de la Ligue, ont annoncé que les négociations commençaient sur les thèmes et les échéances avant de parler de noms. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas commencer par mettre les noms des candidats pour les ministres, ils vont d'abord se discuter sur des thèmes et des échéances, et ils se donnent un certain temps pour faire ça. Il semble que le temps de ces négociations, il y ait la mise en place d'un gouvernement neutre ou gouvernement technique avant que ces gens-là se mettent d'accord, en sachant qu'ils peuvent ne pas se mettre d'accord, à ce moment-là, il y aura de nouvelles élections, ou en janvier, ou au printemps. Alors les deux leaders ont renoncé à prendre la place de Premier ministre, ou même de place de ministre, je crois tout court, donc de ne pas rentrer au gouvernement, parce que ça bloquait trop les négociations, donc ça sera des seconds couteaux, ou en tout cas, les leaders ne seront pas dans les gouvernements. Alors ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que s'il y a une alliance entre le M5S et la Ligue, c'est que la coalition de droite a annoncé qu'elle perdurerait même dans cette configuration. C'est-à-dire que Forza Italia serait écarté, donc le parti de Berlusconi serait écarté du gouvernement, donc du pouvoir, mais resterait allié à la Ligue qui serait au gouvernement. Donc ça veut dire que par transitivité ou par ricochet, ces trois partis seraient des partis alliés de gouvernement, même s'il y en a un qui ne siège pas. Alors ça, à mon avis, ça va être extrêmement compliqué de trouver des lignes politiques où les gens vont pouvoir voter ensemble. Ça veut dire aussi que c'est une nouveauté à plusieurs titres. C'est une nouveauté structurelle, c'est une nouveauté politique, et je pense que ça n'ait jamais eu lieu, en tout cas dans l'ère moderne des pays européens, ça n'a jamais eu lieu. J'ai pas de souvenir, j'ai pas une grande culture non plus, mais j'ai pas de souvenir qu'il y ait aussi la carpe et le lapin se soient mariés comme ça. Bon, les choses ne sont pas faites. Les points de convergence seront difficiles à trouver et certainement plus simples si ceux-ci se trouvent à l'extérieur du pays, c'est-à-dire l'UE. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du pays, s'ils veulent pouvoir fonctionner, il va falloir qu'ils se mettent d'accord. Et donc, comme ce sont des partis anti-système, la seule chose qu'ils pourront rejeter sans s'écharper, ça sera l'Union européenne. Donc je pense que l'Union européenne regarde ça très très près et est très inquiète que ce gouvernement se mette en place. Alors, en cas d'accord très hypothétique pour l'instant, parce qu'encore faut-il qu'ils négocient, qu'ils se mettent d'accord sur les volumes, sur les responsabilités, sur les ministères, sur les budgets, sur les échéances, sur les projets bien sûr, la stabilité risque d'être très très fragile. Vous savez que l'Italie a la spécialité de faire passer les gouvernements à toute vitesse. Il y a des chances quand même. Moi je pense que si ce gouvernement voit le jour, qu'il reste pas très très longtemps en place. Et je pense qu'ils se fâcheront assez vite. Les gens du mouvement 5 étoiles sont reconnus pour se fâcher assez vite avec leurs partenaires. Donc voilà, donc d'un côté c'est assez hypothétique, ça manquera certainement de longueur, mais d'un autre côté je pense que ça va freiner beaucoup de projets et de dossiers européens. Et donc je pense que les européistes, notamment les gens du gouvernement, des gouvernements et les gens de Bruxelles, regardent ça de très 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 près. Des interventions là-dessus ? Alors j'ai pas vraiment d'intervention. Bonsoir, oui. Qui nous dit que l'image que tu as mise sur l'accord européen nucléaire irakien est un peu floue, mais je pense que c'est quelque chose que tu pourras mettre à la fin. Oui, puis c'est très très... Vous la trouvez n'importe où, je veux dire, c'est les dates que je vous ai données, il n'y a pas grand-chose de plus. Vous pourrez la trouver sur n'importe qui... Vous tapez accord, vous retrouverez ça sans problème. Puis je vous mettrai l'image, si vous voulez, je vous mettrai l'image... je vous mettrai le lien de l'image direct. Vous tapez ça, c'est paru dans Le Monde ou dans Le Figaro au début de semaine. Ouais, sinon j'ai pas vraiment de réaction là pour l'instant. Tu peux continuer. Alors, on parlait d'économie mondiale. On a eu des chiffres qui sont sortis cette semaine. Donc un rapport de l'Organisation internationale du travail, des chiffres qui font très très peur. Donc la majorité de la population mondiale, plus de 60% de la population active mondiale occupe un emploi dans l'économie informelle. Donc l'économie informelle ou économie grise, c'est l'économie, c'est le black, c'est ce qu'on appelle en France le travail au noir. Il y a beaucoup de pays, on appelle ça de l'informel. Vous avez on parle pas de travail au noir, par exemple, dans les pays du Maghreb, on parle du marché informel, du second marché ou de l'économie grise. Donc 60% de la population active mondiale qui serait dans cette économie, donc selon l'Organisation internationale du travail. La plupart des travailleurs sont privés de protection sociale et bien sûr de droit du travail.
La grande majorité de ces travailleurs se situe dans les pays en développement, mais pas que, la grande majorité. Alors, ce qui est incroyable, c'est que la conclusion de l'OIT s'inquiète notamment, donc on pourrait se dire qu'on s'inquiète de la pauvreté, on s'inquiète du manque de soins, on s'inquiète du manque d'accès à l'école ou des choses comme ça. En fait, ils s'inquiètent notamment que ces personnes n'aient pas accès au crédit, donc c'est pas accès à ça, c'est accès au crédit, et qu'elles freinent la croissance des finances publiques, et qu'elles manquent de productivité. Donc la conclusion, elle est assez incroyable, quoi. Ça manque d'humanité. Enfin, moi, je trouve que ça manque d'humanité, mais on s'inquiète que ces gens-là ne puissent pas faire fonctionner les banques, que les finances publiques ne puissent pas croître à cause d'elles, et qu'elles manquent de productivité. Alors, à l'échelle de la planète, le travail informel atteint des proportions très disparates. Les 5 régions les plus concernées sont l'Afrique, 85,8% des gens sont en travail informel, l'Asie et le Pacifique pour 68,2%, les États arabes 68,6%. Alors les États arabes, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. Est-ce que c'est les États arabes au sens Arabie, c'est-à-dire qu'en gros ce qui est à l'est, ce qui est dans le Mashrek, Arabie Saoudite, Yémen, enfin tout ça là, ou est-ce que c'est aussi le Maghreb, je ne peux pas vous dire. Et sur le continent américain, ce taux atteint 40%. En Europe et en Asie centrale, c'est 25,1%. Donc en Europe, il y a 25,1% des forces actives qui sont au marché noir, enfin qui travaillent au noir. Marché informel. Pour la France, la part de l'emploi informel sur l'emploi total est estimée à 9,8%. Alors je vous rappelle que 9,8%, ce travail-là, ce sont des gens qui travaillent, qui ont des ressources, pas forcément beaucoup de ressources, souvent des gens qui sont dans la catégorie des pauvres, au sens classification internationale, mais ce sont des gens qui ne rentrent pas la plupart d'entre eux ne rentrent pas dans les catégories ni travailleurs, ni chômeurs. C'est-à-dire c'est des gens qui disparaissent des radars et qui au bout d'un certain temps ne peuvent plus faire de démarches pour trouver du travail, ils n'en trouvent pas, et puis se contentent de se travailler au noir. Donc c'est des gens qui ne cotisent pas à la retraite, qui n'ont pas de sécurité sociale, souvent qui ont plein de difficultés sociales et ainsi de suite. Donc c'est quand même beaucoup pour un pays, entre guillemets, développé, avoir quasiment 10% de la population active qui travaille au noir, c'est quand même quelque chose qui est incroyable. Donc ce chiffre incroyable et scandaleux n'est pas sous-estimé, car l'économie est un système bouclé qui fonctionne à un point d'équilibre. Le moindre changement, comme donner un statut et des droits à toutes ces personnes, modifierait en profondeur l'équation de l'économie mondiale. Quand on a la moitié des gens qui ne payent pas de charges sociales, qui n'ont pas le droit aux soins, au moins dans le cadre de la protection sociale et ainsi de suite, vous changez, vous dites, ben voilà, ces gens-là donnent un vrai salaire, on paye des cotisations sociales, ça change complètement l'économie mondiale, ça change le prix des produits, ça change tout, et ça serait un bouleversement gigantesque. Donc, pour ne pas déstabiliser l'économie mondiale, les décideurs n'ont pas intérêt à ce que ça change trop vite. Donc ce chiffre est scandaleux, mais je peux vous garantir qu'il ne changera pas très vite, puisque ça deviendrait quasiment imprévisible le comportement de l'économie si on changeait tout ça d'un coup. Voilà, donc il faut savoir que 60% dans le monde de gens et 10% en France quasiment travaillent au black. On pourrait juste... moi, je soulèverais juste un point, c'est que l'OIT, comme tu dis, scandaleusement, et ce que reprend d'ailleurs Sissi, elle dit les hypocrites. Mais ce que l'on pourrait dire, c'est que l'OIT pourrait mettre en avant le fait que les gens qui ne travaillent pas n'ont pas de protection sociale, ne participent pas non plus au financement de la sécurité sociale. Donc c'est surtout ça, et puis de mettre en avant uniquement le problème de... Non, attendez, j'ai pas dit uniquement, j'ai dit ils mettaient notamment en avant. Bien sûr, ils disent que c'est des gens qui sont dans la catégorie des pauvres, la catégorie c'est les gens les plus pauvres des pays, ce sont les gens qui n'ont pas d'accès au logement, qui n'ont pas d'accès à l'éducation, qui n'ont pas d'accès aux soins, souvent qui n'ont même pas d'accès à la salubrité, simplement au fait de pouvoir... Voilà, donc non, j'ai pas dit que c'était ça seulement, c'est-à-dire notamment. C'est-à-dire, moi, ça me semble étonnant que dans une conclusion, on dise, voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas les banques peuvent pas leur faire de crédit, et ainsi de suite. Voilà, c'est pas seulement, c'est notamment. D'accord, ok. Oh, oui, effectivement, ça paraît un peu plus logique dans ce sens. J'ai peut-être pas tout bien entendu, Yannick. Non, bien sûr, il souligne bien sûr que ces gens-là, évidemment, alors, par contre, c'est un peu bizarre parce qu'ils disent, ces gens-là sont les plus pauvres. Mais moi, j'aurais imaginé qu'on dise que c'est la pauvreté qui pousse les gens dans cet état-là. C'est la pauvreté des gens, la pauvreté des pays, le fait qu'il n'y ait pas de tissu industriel, qu'il n'y ait pas de marché du travail bien constitué, qu'il n'y ait pas de...
comment dire, qu'il n'y ait pas d'organisation qui soit faite correctement dans ces pays-là. Il y a aussi, faut savoir qu'il y a un manque et il y a une carence des services publics quant à l'organisation simplement de toute l'administration, la bureaucratie. Il y a la corruption qui fait que pour avoir un permis de quelque chose, il faut donner des sous. Ben, quand on n'a pas de sous, on ne peut pas payer le permis, donc on travaille au black. Donc voilà, il y a tout un environnement de mise en place de ce travail informel qui est lié aussi aux administrations, qui est lié aux administrations et notamment à la corruption de l'administration. Oui, tout à fait. Ouais, le statut des pays et fonctionnement, au fonctionnement gouvernemental aussi des pays. Donc quand les pays se plaignent évidemment les pays ne vont pas percevoir la TVA ou percevoir les différentes taxes, pas les impôts, mais d'un autre côté, souvent ils ne mettent pas en œuvre, ou ils ne peuvent pas mettre en œuvre, en tout cas c'est pas mis en œuvre, les infrastructures permettant de faire ça dans des conditions correctes et non assommantes pour les travailleurs. Il n'y a pas de cercle vertueux dans ce sens, oui. Alors notamment l'Union Européenne finance des pays pour que ça se passe bien, mais ça se passe pas mieux, donc l'argent est perdu, on ne sait pas où. Mais voilà, il y a beaucoup de pays où... Et puis ça arrange les gens aussi, plutôt que de payer beaucoup de TVA et beaucoup d'impôts, sur le coup, ils gagnent un petit peu plus d'argent pour nourrir leur famille, parce qu'ils ont du mal à nourrir leur famille, et ils ne voient pas les choses à plus long terme. En sachant qu'il y a des pays où il y a très peu de sécurité sociale et très peu de retraite, donc ça ne change pas grand-chose. D'ailleurs, l'État, je crois, donne 0,46% de son PIB pour aider les pays en voie de développement. Et au sein de l'Europe, évidemment, il y a un fort transfert d'argent, en fait, au sein de... Pour les pays, pour développer les pays qui sont un peu en retard au sein de l'Union européenne. Et je m'étonne que ça n'ait pas été plus vite en termes de rattrapage économique. Mais... je crois qu'en France, c'est beaucoup plus que 0,46%. Je peux retrouver le chiffre, mais c'est beaucoup plus. C'est une donnée que j'ai trouvée chez nous à la Direction Générale du Trésor, mais voilà. Je pourrais dire parce que si on cumule ce que fait la France et ce que fait l'Union Européenne, je pense que c'est beaucoup plus que 0,46%. Je pourrais retrouver le chiffre, mais le chiffre m'avait étonné parce que j'avais trouvé ça que c'était beaucoup pour le peu de résultats qu'on avait. Ouais, j'ai juste les données pour la France en question, mais pour ce qu'elle donne au niveau de l'Union européenne, la France, les plusieurs milliards, je me dis il y aurait dû y avoir un rattrapage un peu plus rapide des pays qui sont en retard au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que ça me paraît incroyable. Déjà au sein de l'Union européenne, quand vous voyez que s'il y a 10% de travail au black en France et qu'il y en a 25 en moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des pays où il y a 35 ou 40. Et je pense que les pays de la frange Est, bon l'Italie est pas mal aussi, pareil, m'a-t-on raconté, mais que les pays du Sud et de l'Est de l'Union européenne sont pas les plus vertueux dans ce monde-là. Ouais, je pense qu'on aura du mal à converger. Voilà, c'est ça. Alors je vais vous faire un petit point sur une carte que j'ai trouvée, qui date déjà de décembre 2017, mais que j'ai trouvée intéressante. C'est sur la culture européenne. Alors je vais faire une citation du philosophe Heinz Wiesmann qui disait « La démocratie européenne passera nécessairement par un dessaisissement de soi. Le débat européen doit accepter de brasser des cultures différentes, des mémoires, des altérités, du désaccord. » Et ça date d'il y a un certain temps. Et quand on voit la carte que vous voyez, alors je vais vous la commenter pour les gens qui sont sur Mumble, donc j'ai mis une carte sur Facebook, et on voit donc la question qui est posée, c'est un sondage qui a été fait en décembre 2017, et la question qui est posée, c'est il n'y a pas de culture européenne, car les pays européens sont trop différents les uns des autres, et je vous donne le pourcentage de d'accord avec cette affirmation. Donc l'affirmation, c'est il n'y a pas de culture européenne. Voilà. Alors, en France, c'est 55%, en Espagne, c'est 60% qui sont d'accord, en Allemagne, c'est un peu moins de 50%, en Italie, c'est 64%, que je reconnaisse, c'est quoi ça? C'est la Bulgarie, 67%. Donc, en fait, à part un ou deux pays, qui sont le Royaume-Uni, la Suède et l'Allemagne, Pays-Bas et Luxembourg, tous les autres pays pensent que donc une majorité de d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de culture européenne. Donc en fait, malgré 60 ans ou 70 ans de propagande, et avec des choses que je vais vous dire après, il n'y a toujours pas de culture européenne. Donc voilà, ça rentrera pas, ça rentre pas, même au chausse-pied, même au forceps, tout ce qu'on veut, ça ne rentre pas, il n'y a pas de culture européenne. Ouais, c'est assez intéressant. Tu donnes, par contre, on les lit assez mal sur le graphique, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est
intéressant, c'est qu'en fait, les pays du Nord, en gros, hein, sont plutôt d'accord. C'est des pays plutôt confortables financièrement, et du coup, ils sont peut-être un peu plus optimistes que ceux du Sud. Oui, alors je ne sais pas si c'est le cas aussi. C'est aussi des pays protestants, hein, en majorité. Donc je ne sais pas si ça joue, mais vous avez quand même un Sud qui est catholique et un Nord qui est protestant. Est-ce que ça joue dans la façon de voir les autres, la façon de penser que l'autre est intégrable? Je ne sais pas, hein, je me pose la question. Hein, il n'y a pas d'études, il n'y a rien, c'est juste une remarque comme ça. Voilà. En sachant que ça reste minoritaire, hein, les gens qui pensent qu'il y a une culture européenne. Hein. Ouais, ça paraît assez étrange qu'il y ait que quelques pays. Ok. J'ai pas vraiment de réaction. Alors je vous parlais de panique sur les bourses, vous allez voir où on en est. Donc on a une inquiétude sur les dettes d'État. Donc les dettes d'État, je vous rappelle, hein, c'est les obligations que les États mettent sur le marché pour avoir de l'argent frais contre promesses de remboursement et intérêts. Alors, il y avait une inquiétude sur les dettes d'État, donc c'est quelque chose que j'ai relevé il y a 2 jours. Écoutez bien, le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne s'est un peu tendu à 0,561% contre 0,532%. Donc avec un différentiel de 0,03%. Hein. Pas 0,3%, 0,03%. Donc c'est sur le marché secondaire où s'échange la dette déjà mise, hein, c'est pas le taux d'émission, c'est le marché secondaire. Le rendement de même maturité de la France a connu un mouvement similaire à 0,806% contre 0,768%. C'est-à-dire 0,04%. Et celui de l'Espagne a connu un mouvement de tension plus marqué à 1,320 contre 1,276, c'est-à-dire 0,1%, un peu moins de 0,1%. Tout comme celui de l'Italie à 1,866% contre 1,759. Donc en gros 0,1%. Donc vous vous rendez compte que donc, les taux d'intérêt de ces obligations tournent entre 0,5 et, j'enlève les virgules, hein, j'enlève les trucs, entre 0,5 et 1,8%. Et on s'inquiète quand il y a une variation d'1% de ce truc-là. C'est-à-dire 1% de 1%, à peu près. Hein, donc c'est vraiment... vous imaginez les conséquences si les taux prenaient 1, 2 ou 3 points. Là, par exemple, on a les États-Unis qui vont mettre des sanctions sur l'Iran. L'Iran est un des premiers vendeurs de pétrole au monde. Ce qui veut dire que le pétrole risque d'augmenter. Si le pétrole augmente, ça va mettre les économies des pays qui n'ont pas de pétrole sous tension. Et quand un pays a ses économies sous tension, ça veut dire que ses obligations montent. Donc les taux d'intérêt montent sur les obligations. Donc il y a des chances que dans les prochains jours, les intérêts sur les obligations françaises montent simplement parce que l'Iran ne peut pas prendre de pétrole. Elle ne peut pas prendre de pétrole, le prix du pétrole augmente, le prix du pétrole augmente, les finances françaises vont être sous tension, et donc ces obligations vont monter. Vous avez vu qu'on s'inquiète, c'est-à-dire qu'on est dans un tel état d'endettement, d'intérêt, ainsi de suite, que des fractions de pourcents inquiètent les bourses. C'est dramatique, hein, c'est très dangereux pour la suite des événements. Hein. Les taux sont vraiment bas, pourtant très bas. Ils augmentent un peu et on aurait peur justement pour... Oui, c'est assez incroyable. Et donc en fait, on fait quoi? Du quantitative easing? On continue à fond? Oui, mais ça ne changera pas grand-chose parce que le second marché... Enfin, ça ne changera pas grand-chose. Il faudrait que la Banque centrale continue à réaugmente ses achats pour baisser les taux. Mais augmenter ses achats, ça veut dire qu'il n'y a plus de second marché. C'est-à-dire que si on est sûr de pouvoir vendre et qu'il n'y a plus de cotation offre et demande puisque tout est acheté, c'est plus un marché boursier. Hein. C'est plus un marché boursier. Donc on rentre dans le monde du communisme. Ouais, d'accord. Et puis du coup, je mets en relation le fait que les taxes sur le carburant sont assez élevées en ce moment. Donc si nous aussi on a du mal on achète plus cher nos carburants, ça va être compliqué. Hein. Alors, il y a eu un appel d'un responsable. Alors, j'ai pas suivi, mais il y a des gens qui voudraient que l'État baisse les taxes sur l'essence pour que justement l'essence ne monte pas trop parce que quand l'essence monte, l'activité économique descend. Hein. Donc, il faudrait que le prix de l'essence globale ne monte pas trop ou ne monte pas. Et pour ça, si le brut augmente, le produit raffiné augmente, il faut que les taxes descendent. Et donc les gens commencent déjà à penser à ça. Il y a
beaucoup de régions où il n'y a pas suffisamment de transport public. Et il y a Steph Royer qui dit jusqu'à quand ça pourrait durer ça pour l'augmentation du pétrole. Eh ben, si je le savais, je serais riche. Hein. Le problème, c'est qu'on connaît, on peut voir les tendances, mais on ne sait pas de combien et combien de temps. Ça, c'est même les spécialistes ont du mal, donc personne ne peut le dire. Hein. Si les tensions augmentent au Moyen-Orient, là, si les Israéliens, les Iraniens commencent à se mettre sur la tronche, que les Saoudiens se mettent du côté des Israéliens, ça peut monter, on ne sait pas, ça peut monter très très haut. S'il y a une période de calme et que les gens se regardent, ces pays-là se regardent en chien de fusil et qu'il se passe rien, ben dans quelques jours ou quelques semaines, ça redescendra parce que les boursiers s'habituent très vite aux choses, au statu quo, hein, et ça redescendra, mais personne n'est capable de le prévoir pour l'instant. Une bonne question de Will qui dit si les taux d'intérêt des obligations montent, c'est bon pour nos percos, ça. Car les percos sont placés en obligations euro-monde. Alors là, Ouais, je sais pas si c'est globalement, alors peut-être que pour un ou deux, pour des individus, des placements, ça peut être bon. Pour ce qui est de l'économie globale, si globalement l'État se ruine en payant des intérêts et qu'elle reprend ça sur les impôts, je sais pas si sur le net ça sera très intéressant. Hein. Ouais, sur le long terme, je sais pas si oui, effectivement. Bien sûr, sur le placement lui-même, à court terme, ça peut être intéressant. Maintenant, une variation de 0,1 ou 1%, vous ne ferez pas fortune avec ça. Par contre, si l'État, au lieu de dépenser 45 milliards, est obligé d'en dépenser 60, 65, 70, cet argent, il faudra le prendre quelque part. Le budget est déjà extrêmement serré et il faudra le prendre ou sur l'école, ou sur les hôpitaux, ou sur l'armée, ou sur vos impôts. Et il y a de grandes chances sur vos impôts. Donc ça sera une taxe supplémentaire sur vos placements. Et donc le pourcent en plus, vous paierez en taxe, quoi. C'est tout. Hein. Ça, l'équilibre, il faut le tenir. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Ils vont baisser le livret A peut-être ou les autres. Alors oui, enfin le livret A, il n'y a plus grand chose à gratter dessus. Et il a été dit récemment, mais bon, faut pas croire aux promesses qu'on vous fait, mais il a été dit qu'on avait atteint un seuil bas en dessous duquel on ne descendrait pas. Maintenant, moi j'ai très peu confiance en déclaration, dans ces déclarations-là, donc il y a des chances non négligeables. Maintenant, par contre, le livret A, ils ne rendront pas négatif. Ce qu'ils peuvent faire avec d'autres placements, notamment les assurances vie, mais pas avec le livret A. Ou alors, on serait dans un état tellement grave que ça n'aurait plus aucune importance. Mais l'objectif de Emmanuel Macron d'avoir défiscalisé pour tout ce qui concerne les investissements, ça peut être positif, justement L'objectif d'Emmanuel Macron, hein, c'est que les gens réinvestissent, c'est-à-dire plutôt que payer des impôts, cet argent-là repart dans l'économie pour relancer la machine et soutenir la machine. Je veux dire, le raisonnement économique n'est pas idiot, hein, le raisonnement économique se tient. Maintenant, si cet argent-là défiscalisé part à l'étranger, part en patrimoine et ne rentre pas dans le circuit productif, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des doutes, honnêtement. On verra. Pour l'instant, ça fonctionne très très peu. Ça fonctionne, c'est-à-dire le ruissellement au sens général ne marche pas. Donc on verra sur la suite des événements. J'ai pas d'autres réactions, Yannick. Tu peux continuer ? Alors on va parler d'un communiqué qui est paru le 7 mai dans le Figaro du 7 mai 2018. Je vous mets l'image, attendez. Pour ceux qui ont l'image, et je vais le lire pour les autres. Donc on a vu une pleine page dans le Figaro le 7 mai, donc écrit communiqué, donc on sait bien que c'est un communiqué, hein, c'est bien que c'est une publicité, et c'est écrit le titre, un 8 mai 1945 à défendre. Donc le titre de ce truc-là, le texte, c'est « Aujourd'hui, les pulsions nationalistes, antisémites et xénophobes s'intensifient en Europe, les partis populistes ont remporté les élections en Italie, Autriche, Hongrie, Pologne et Slovaquie, l'extrême droite a fait irruption en Allemagne, reste puissante en France, en Belgique, aux Pays-Bas, et progresse dans les autres pays de l'Union européenne. Si les réformes programmées par le président de la République n'étaient pas mises en place avec succès, bien sous-entendu le président de la République française, hein, n'étaient pas mises en place avec succès, donc si les réformes actuelles programmées ne sont pas mises en place avec succès, la droite extrême risquerait de remporter les prochaines élections européennes et plus tard la présidentielle. L'Europe deviendrait alors une forteresse friable repliée sur des valeurs de peur et de haine, empêchant ainsi l'intégration des populations issues de l'immigration et qui pousserait les Juifs à quitter l'Europe. On se demande pourquoi, mais bon, voilà.
Alors, de la réconciliation franco-allemande inimaginable le 8 mai 1945 est née l'Union européenne qui a assuré la paix, la prospérité collective et la protection sociale. Je ne sais pas où ils ont vu la prospérité collective et la protection sociale, mais bon, ça c'est autre chose. Surtout que la protection sociale, c'était une initiative française et certainement pas européenne. Il est impensable que l'Allemagne, qui avait voté pour Hitler quand elle était en crise et en proie au chômage, récidive à l'extrême droite quand elle est prospère et en plein emploi. Elle doit aider la France à refonder l'Union européenne. Le peuple français doit réagir et montrer l'exemple comme il l'a fait en mai 2017. Il faut que les citoyens s'engagent et soutiennent le renouveau de la France et participent à un nouvel élan européen. L'avenir en politique ne dépend pas seulement des autres, il dépend de chacun d'entre nous. Signé Serge, Beate et Arnaud Klarsfeld, et les fils et filles des déportés juifs de France. Alors, ce communiqué, qui est donc une publicité, au tarif catalogue, c'est 185 000 € au tarif catalogue. Je n'ai pas réussi à voir si c'était du hors-taxe ou du TTC. Normalement, quand on est dans le business, c'est du hors-taxe. Bon, faisons l'hypothèse, c'est du TTC, peu importe. Donc c'est 185 000 € pour dire quoi ? Pour dire qu'en fait, que si vous êtes anti-européen, vous êtes antisémite. Parce que si on lit ce texte-là, si vous êtes anti-européen, vous êtes donc d'extrême droite, et si vous êtes d'extrême droite, vous êtes antisémite. Donc la famille régnante et le prince héritier nous vous préviennent, vous devez voter pour Macron, vous devez soutenir ses réformes, sinon vous êtes des antisémites. C'est exactement le sens de ce document qui est scandaleux. Voilà, donc voilà là, ce que fait la presse française, qu'accepte la presse française, et voilà comment est-ce qu'on est catalogué, comme on est insulté, et comme on est mis... on essaye de nous mettre globalement au banc de la société, simplement parce qu'on est contre un traité administratif. Ça devient extrêmement grave, la situation. C'est une attaque, c'est une attaque envers la démocratie, tout simplement. Enfin, c'est des gens qui essayent de... Oui, c'est contre la démocratie, c'est de l'ingérence dans la relation entre des États, c'est de la menace, c'est de l'influence, comment dire, de haut niveau, c'est du mensonge, c'est de la propagande. Je pense que quand on se lance un truc comme ça peut pas rester un coup dans l'eau, c'est-à-dire, enfin un coup unique, il y en aura d'autres, et donc ça risque d'être assez grave. Moi je pense si on rentre dans ce mécanisme-là, parce que pourquoi est-ce qu'à ce moment-là on trouve 185 000 €, on fait un autre communiqué qui va dans le sens contraire, on prend toutes les phrases, on fait la contraposée de toutes les phrases, et puis on va faire quoi à ce moment-là? On va se battre à coups d'azibao comme ça dans les journaux. C'est le fait que ça soit fait au nom de personnes, hein, Beate, Arnaud et Serge Klarsfeld, au nom de personnes qui ne sont ni élus, qui ne sont choisis par personne, qui n'ont plus aucune responsabilité. Ils n'ont même plus de responsabilité associative, hein, parce que Serge Klarsfeld a passé la main de ces associations fils de déportés. Donc, à quel titre ces gens-là font ça? Moi, je trouve ça très très dangereux. Je trouve ça très très dangereux. C'est comme si on avait brûlé, on nous parle d'antisémitisme, comme si on avait des autodafés, comme si on avait brûlé des juifs en place publique. Je veux dire, ce qui n'est pas le cas en France. Il y a une anecdote une fois de temps en temps, et souvent en plus l'anecdote elle est un peu montée en épingle. Ça devient dramatique, quoi. Donc quand on parle de pulsions nationalistes et qui sont associées directement à antisémites et xénophobes, je veux dire, on peut être nationaliste sans être antisémite ni xénophobe. On peut être nationaliste parce qu'on pense qu'une nation est l'étage classique de gestion d'une population, de lois, de l'armée, des frontières et de la monnaie, sans être ni antisémite ni xénophobe. En plus, on utilise des mots qui n'ont pas de sens comme populiste. Et donc, on menace les gens de leur dire, écoutez, votez pour Macron, sinon vous êtes des antisémites. Moi, je trouve ça très très grave. Il y a un amalgame clair entre une politique et en fait la communauté juive. Je veux dire, mais c'est absolument pas leur rôle de décider du choix démocratique des gens et de leurs valeurs. Enfin, ça me semble... Alors, au-delà du fait que la communauté juive représente entre 0,6 et 0,7% de la population, premièrement, que deuxièmement, c'est pas toute la communauté juive, c'est quelques élites, entre guillemets, de la communauté juive qui se permettent d'intervenir, hein, que ce soit du BHL, du Kouchner, enfin tous ceux qu'on voit toujours à la télévision, et ces gens-là notamment qui n'ont strictement aucun... Je ne vois pas à quel titre ils interviennent.
Pourquoi est-ce que les fils et filles de déportés juifs de France vont vouloir influencer sur un processus démocratique, électoral, un processus normal dans une démocratie, entre guillemets démocratie, mais en tout cas, quand on nous dit là-dedans que si le président met pas en œuvre ses réformes, ça sera une catastrophe pour le pays. Donc il faut soutenir le pays et puis voter pour lui en 2019, c'est ça. Hein, il faut voter pour lui aux élections européennes, c'est ce qui est écrit. Hein. Alors pas directement, mais vraiment à mots à peine couverts. C'est lamentable. Ça devrait être. Moi je pense que ça devrait être puni d'intervenir comme ça sur la vie des gens. Ouais, je suis d'accord. Je sais plus dans quel journal tu as dit que ça avait été par. Le Figaro du 7 mai 2018. Enfin, une grande page, quoi, bien médiatisée. Alors, une propagande, comme dit Sir Fred Bas. Bah, il y a quelques réactions, hein, quand même. Il y a par exemple Sir Fred Bas qui répète qu'il n'y a pas de choix démocratique. Ouais, ça s'exprime par ce texte, en fait, qui mélange beaucoup de choses et puis surtout qui fait appel à une mémoire qui est quand même plus de 60 ans. Ça commence à être assez, quoi. Ça suffit un peu, je trouve. Je sais pas ce que oui, parce que je veux dire, on pourrait en sortir beaucoup d'autres. Et puis en plus, bon, moi je veux pas faire comment dire, je veux pas dénigrer ou je veux pas limiter ou dire quoi que ce soit sur les déportés. C'est simplement, c'est pas le même rôle. Je veux dire, c'est deux choses différentes. Je veux dire qu'on ait une mémoire pour ces événements, cette communauté de l'époque, hein, parce que les enfants, il n'y a plus beaucoup de survivants, il n'y a plus beaucoup d'enfants survivants, donc il n'y a pas d'épigénétique dans ces terrains. Ils n'ont pas souffert, hein, les enfants des enfants des déportés, ils n'ont pas souffert, hein, donc faut arrêter. Hein. C'est des gens comme vous et moi, il y a strictement aucune conséquence sur leur vie. Donc simplement, c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que je ne méprise ni les uns ni les autres, mais on n'a pas à venir intervenir dans la vie démocratique laïque d'un pays, aussi bien en tant que juif, en tant que catholique, en tant que musulman, et en tant que descendant de gens qui ont subi quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, toutes les communautés qui ont subi quelque chose, moi je suis fils de breton royaliste, je devrais intervenir pour dire, vous vous rendez compte, tous les Bretons et les Vendéens qui ont été massacrés, il faudrait faire voter ça et ça, sinon vous respectez pas notre mémoire. C'est lamentable, je veux dire, et on en a plein d'autres. Hein, je peux en citer rien qu'en France, on peut en citer un certain nombre, donc c'est pas. Et si on parle des colonies, alors on n'en parle même pas. Non, c'est inadmissible. C'est un mélange de genres qui est inadmissible. Will qui dit ce communiqué crée de l'antisémitisme, au contraire. Ben bien sûr, c'est pire parce que c'est quand on dit que les Juifs veulent partir, ben ils veulent partir où, hein? Ils veulent partir en Israël, hein. Donc ça veut dire qu'il y a le côté antisémitisme, le côté antisionisme, le côté nous ne sommes pas des Français puisque nous partons dans un pays étranger qui est le nôtre. Dans un pays qui est le nôtre, qui est peut-être étranger pour vous, mais pour nous, c'est notre pays, c'est un autre pays. Donc ça veut dire que voilà, ça crée de l'antisémitisme, ça crée le malaise, d'autant plus que ce communiqué, qui est un communiqué payant, qui est paru payant, affiché payant, hein, peut-être qu'ils l'ont pas payé, ça j'en sais strictement rien, mais en tout cas qui est affiché avec un tarif dans un journal, a été repris gratuitement par les autres journaux, bien sûr, hein, parce que ça on l'a retrouvé après dans d'autres journaux et sur d'autres pages en disant oui, le Figaro a fait un communiqué, et là ça a été fait, là forcément c'est la citation, donc c'est fait gratuitement. Donc franchement, il y a une collusion en plus de la presse et de ces gens-là, il y a c'est-à-dire que c'est hors de tout mécanisme démocratique, des mécanismes institutionnels, constitutionnels, c'est n'importe quoi. Quand on a une phrase qui dit « si les réformes programmées par le président de la République française », je rajoute française parce que s'il n'y est pas, donc si les réformes programmées par le président de la République française n'étaient pas mises en place avec succès, la droite extrême risquerait de remporter les prochaines élections européennes, et plus tard présidentielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas se battre contre les réformes du président de la République, parce qu'on risquerait, si on se battait contre réformes qu'on trouve injustes, ça voudrait dire qu'on soutient le Front National ou l'extrême droite en général, parce que je sais même pas ce que ça veut dire, parce qu'ils ne citent pas les gens, bien sûr. Hein. L'Europe deviendra alors une forteresse friable repliée sur des valeurs de peur et de haine. Mais pourquoi? Je veux dire, c'est quoi cette démarche? C'est quoi ce raisonnement? Qu'est-ce qui amène à ça? C'est n'importe quoi. Je veux dire, la Suisse n'est pas dans l'Europe, il n'y a pas de démarche de haine ou xénophobe en Suisse. La Norvège n'est pas dans l'Union européenne, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Tout ça, c'est du délire
de schizophrénie, de persécution de personnes qui certainement ont peur de perdre la main et de plus avoir leurs entrées et leur comment dire, leur levier d'influence en France. Je pense que c'est surtout ça qui leur font très peur. Le risque qu'il y ait des niveaux de concentration qui soient installés est quand même, si ce n'est faible, voire extrêmement improbable. Donc ça devient n'importe quoi. Ouais, et puis il y a aussi une force au niveau, puisque c'est un journal suffisamment édité pour être suffisamment lu. Et Will Rift qui dit ce qui est le plus énervant, c'est la naïveté des électeurs qui vont croire des choses pareilles. C'est plus facilement. Je sais pas. Je pense que les gens sont de plus en plus méfiants vis-à-vis de ces comportements. En tout cas, moi, autour de moi, quand j'en discute, les gens sont de moins en moins dupes. Et quand ça commence à les brouter, à leur brouter menu, comme on dit, franchement, voilà. De plus en plus autour de moi, les gens se disent, ils commencent à nous casser les bonbons, on voit qu'eux, on entend qu'eux, c'est eux qui décident. Voilà. Et ils font de même, je veux dire, ils auto-organisent leur rejet. Je veux dire, faire un truc comme ça, raconter des bêtises à la télé et soutenir Israël sans aucune mesure, ils construisent eux-mêmes le rejet qu'ils nous reprochent après. Hein. Mais j'ai une petite question qui pourrait être intéressante, c'est Suffred Bach qui dit « Le sionisme n'est que l'avant-garde du mondialisme. Est-ce qu'ils ont vraiment autant de choses à perdre de la dislocation de l'Union européenne ?» Ils se considèrent comme étant... Vous savez que le Tour d'Italie a commencé en Israël, que l'Eurovision, vous avez Israël, le championnat d'Europe d'athlétisme, vous avez Israël, la Coupe d'Europe de foot, vous avez Israël, que l'Israël touche des subventions pour la recherche de l'Union européenne. En fait, ils se considèrent comme un État de l'Union européenne et beaucoup de dirigeants de l'Union européenne considèrent Israël comme un État spécifique de l'Union européenne. État pas membre, mais disons avec une association très spéciale. Bien sûr que si l'Union européenne s'écroulait, au sens administratif du terme, Israël aurait beaucoup à perdre. Aussi bien d'un point de vue marché, d'un point de vue influence, d'un point de vue subvention, voilà, en sachant qu'il y a beaucoup d'organisations européennes, que ce soit l'Eurovision, UEFA, et ainsi de suite, qui ne relèvent pas de l'Union européenne. Mais plus on a de soutien et plus on est intégré, mieux c'est. Hein. Alors, voilà, il y a plusieurs choses. Alors, que certaines personnes aient peur d'un retour de l'antisémitisme au sens de 1933 jusqu'à 1944, c'est concevable, hein. Moi je peux le comprendre, et que des gens aient dans leur famille des histoires qui leur fassent redouter des retours de ce type-là. Moi je le comprends tout à fait, je veux dire, ça doit être extrêmement traumatisant, hein, pour une communauté. C'est indiscutable. Mais je veux dire, ils n'ont pas à intervenir dans la politique au sens la vraie politique, je veux dire, la politique du pays. Voilà, je veux dire, ils ont assez de lobby, on voit plus que le CRIF, on voit plus que toutes ces associations, ainsi de suite. Je veux dire, il n'y a plus de mesures. Je veux dire, la population juive fait 0,7% à peu près. Donc la relation entre leur influence, leur présence, leur initiative de ce type-là et leur vraie importance dans le pays n'est pas en adéquation. C'est tout. Ouais, ils sont un peu trop... en fait, ils sont un petit peu trop présents, s'immiscent un peu trop dans la politique. Ils peuvent s'y immiscer en tant que Français, moi je m'en fous, hein, je veux dire, tout le monde a le droit de s'immiscer. Ils s'immiscent en tant que communauté, c'est-à-dire qu'en plus, ils ne sont pas là pour défendre la France et le modèle social français, ils sont là pour défendre leur communauté et bien sûr, pour un grand nombre, Israël. Hein, quand on voit les interventions d'un mec comme Meir Habib, c'est hallucinant, je veux dire, c'est Israël d'abord, et c'est la France peut-être ensuite. Donc il y a un certain nombre de juifs qui soient laïcs ou religieux, c'est même pas le problème. Ils sont essentiellement israéliens, c'est-à-dire qu'ils se revendiquent sionistes, ils se revendiquent pro-israéliens, ils se revendiquent comme des soutiens à 100% et sans retenue et sans réserve à Israël. Bon, ces gens-là ont une influence sur la politique française qui est hors de proportion avec la taille de leur communauté. Voilà, c'est tout. Hein. Maintenant, en tant que Français, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, intervenir sur la politique française, mais pas en tant que communauté.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mettre la religion de côté, surtout dans les pays laïcs, hein, surtout le nôtre. J'ai des réactions, mais je ne vois pas très bien. En fait, sur Feedback qui dit la police européenne, Eurogène fort, pourquoi financer cette force si ce n'est pour l'utiliser? Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il veut dire. Si, mais pourquoi le financer? Parce que les gens qui sont au pouvoir sont des européistes fédéralistes et qui pensent que c'est comme ça qu'il faut faire maintenir l'ordre, ainsi de suite. Alors, il faut savoir qu'Eurogène fort, pour l'instant, n'est pas opérationnel, c'est-à-dire n'a pas d'hommes, n'a pas de... ils ont un état-major, oui, c'est ça, ils ont un quartier général et un état-major, mais à ma connaissance, aux dernières nouvelles, il n'y a pas de force Eurogène fort, hein. Mais effectivement, c'est une structure qui existe, c'est une structure qui est prévue. Si jamais il y avait des émeutes de grande ampleur dans un pays, on enverrait une force non nationale qui permettrait de taper sur les gens et de retrouver l'ordre, d'essayer de retrouver l'ordre sans aucune retenue, quoi, hein, puisqu'il n'y aurait aucune implication. Bien sûr. Alors, pourquoi on les finance? Parce que l'État les finance, parce qu'ils sont des collabos de l'Union européenne. Donc voilà, si c'est d'autres personnes qui étaient à la tête de l'État, ce serait peut-être pas le cas, mais pour l'instant, il faut savoir que le pourquoi on les finance, on peut l'appliquer à tous les problèmes de l'Union européenne. Et l'inconvénient aussi, c'est que le journal en question, évidemment, c'est pas l'AFP, hein, c'est pas un journal public, enfin de financement public, si ce n'est pour des subventions auxquelles tout journal a droit. Donc du coup, on peut rien faire réellement en fait. Non, puis il faut savoir que le Figaro, c'est effectivement un des journaux qui touche le plus de subventions publiques. Hein. Ça se compte en millions. Hein. J'ai pas le chiffre en tête, mais c'est beaucoup, beaucoup. Ouais, bon. Ok, j'ai pas. Si, c'est sur Feedback qui dit qu'en FEMA prévu pour accueillir ces dissidents et résistants. Ouais, c'est un peu. J'ai des réactions qui sont un peu. Comment dire? Un peu courtes en fait. Hein. J'ai du mal à voir ce qu'ils veulent dire expressément. Donc, je pense que c'est pas vraiment des. C'est des pensées. Tu peux continuer, je pense. C'est pas vraiment. On va parler de Jean-Claude Juncker et des fonctionnaires britanniques. Donc la Belgique a été invitée jeudi dernier par le président de la Commission européenne à offrir des passeports belges pour les fonctionnaires européens de nationalité britannique. Donc ceux-ci redoutent en effet de perdre leur emploi à cause de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les fonctionnaires britanniques de l'Union européenne devraient pouvoir obtenir un passeport belge s'ils le demandaient, a déclaré mercredi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, s'adressant au Premier ministre Charles Michel. Juncker a plaidé devant le Parlement européen les préoccupations de ces Britanniques qui s'apprêtent à perdre leur statut de citoyen européen. Comme les employés de l'UE doivent venir d'un pays membre, ils redoutent de perdre leur emploi et s'interrogent sur leurs perspectives, malgré le fait que Juncker leur ait assuré le mois dernier qu'ils ne seraient pas limogés après le Brexit. La Belgique peut accorder sa citoyenneté à ceux qui vivent sur son sol depuis au moins 5 ans, mais certains Britanniques qui remplissent cette condition et qui y vivent pour certains d'entre eux depuis des décennies ont vu leur demande rejetée parce que les autorités belges considèrent que leur statut, proche de celui des diplomates, leur a permis d'échapper au fisc local. Donc ces super fonctionnaires au traitement indécent se retrouvent piégés par leurs propres avantages. Donc quand on veut manger à tous les râteliers, il arrive qu'on loupe le repas. Personnellement, je ne pleurerais pas pour eux. C'est-à-dire qu'en tant que fonctionnaire ou haut fonctionnaire, avec un régime dérogatoire, ils ne payent pas d'impôts dans le pays dans lequel ils vivent, et le pays leur dit, écoutez, nous on peut donner la nationalité aux gens qui vivent chez nous, mais encore faut-il y payer des impôts. Donc voilà, tant pis pour eux. C'est un peu normal, non? C'est un peu la rétribution normale de la sortie de l'Angleterre. Moi, je pense que ces gens-là, ils ne sont pas... il faut bien comprendre que les fonctionnaires qui viennent travailler à Bruxelles, Luxembourg, ainsi de suite, Strasbourg, ils n'ont pas la vocation européenne, ils ont la vocation de leur portefeuille. Hein. C'est des gens qui cherchent des places, qui cherchent des bons salaires, qui cherchent des privilèges, qui cherchent à avoir un bon statut, ce qui est à la limite, pourquoi pas, hein. Mais d'un autre côté, si leurs pays sont à l'Union européenne, ils doivent rentrer chez eux. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on ferait un statut spécial pour ces gens-là? Je veux dire, ils ont les avantages d'un statut, et s'ils n'ont plus le statut, ils n'ont plus les avantages. Je veux dire, je ne comprends pas comment on se pose des questions à ce sujet-là. Et c'est à l'État, c'est à leur pays d'origine de s'occuper d'eux et de les recaser, et de voir avec eux, de négocier des salaires, des postes, des fonctions. Voilà, je veux dire, personnellement. Maintenant, le fait, moi je trouve ça assez rigolo, le fait d'avoir un statut particulier qui fait qu'on ne paye pas d'impôts, et le pays d'accueil qui dit, non, désolé, vous ne payez pas d'impôts, donc je ne peux pas vous garder. Moi je trouve ça assez courquignolesque.
Ouais, moi aussi, je trouve c'est très très bien, c'est très bien. Oui, effectivement, je suis d'accord sur le point donc, concernant en fait qui vont au sein de l'Union européenne. En fait, c'est un marchepied supplémentaire au-delà des postes de carrière au niveau national. Ouais, je suis un peu d'accord là-dessus. Bah, ici, on en fréquente pas mal à Strasbourg, enfin en nord de l'Alsace, Strasbourg essentiellement. Moi, je peux vous dire que les jeunes qui rentrent dans des associations européennes, hein, qui sont en master, études européennes, droit européen, des choses comme ça, qui rentrent dans des associations européennes, leur seul objectif, c'est de trouver une place. C'est-à-dire, c'est de faire un stage, du stage faire un truc contractuel, et truc contractuel rentrer fonctionnaire européen. C'est ce qui les mène, je veux dire, ils n'ont pas... alors peut-être que certains ont une petite vocation ou une petite admiration pour l'Union européenne, ils cherchent le business, ils cherchent du pognon, hein. Voilà, quand on parle avec eux, c'est le stage, c'est le contrat, et puis après c'est de rentrer fonctionnaire, hein. Et ils cherchent les meilleurs moyens, et ils savent bien que s'ils sont président ou secrétaire d'administration européenne, bah, ça leur donne un petit plus sur les autres. Et voilà, c'est le sens de leur engagement, hein. C'est dramatique, mais bon, c'est comme ça, hein. Et ça veut dire aussi que ça restera pas à long terme, parce que quand les choses sont basées sur l'argent et l'intérêt et le profit personnel, c'est pas des structures qui peuvent fonctionner très longtemps. Ouais, ça corrompt énormément. D'ailleurs, moi, ce qui m'étonne, c'est quand même beaucoup d'instituts supranationaux ont des exemptions fiscales. L'ONU, l'OTAN, l'Union européenne, le FMI, ils ont Bah, même les institutions de recherche, hein, le CERN, les gens qui sont fonctionnaires au CERN ne payent pas d'impôts. mais je trouve ça assez incroyable. Alors, oui et non. C'est-à-dire, il faut regarder ce que ça veut dire historiquement. En fait, ça veut dire que les gens travaillant à cheval sur plusieurs pays, les fonctionnaires de haut niveau du CERN ont le statut de diplomate. Donc, statut de diplomate, ça veut dire quand même que c'est un certain nombre d'avantages vis-à-vis du passeport et ainsi de suite, hein. Mais du fait que pour pas avoir de complexité administrative, le fait d'être dans plusieurs pays, travailler dans ces structures internationales, c'est quelques milliers de personnes, c'est pas très très grave d'un point de vue financier, d'un point de vue économique. Ça peut être choquant d'un point de vue... Déjà, il faut connaître leurs salaires. Leurs salaires sont plus choquants que le fait qu'ils ne payent pas d'impôts, hein. Bon, pour ces quelques milliers d'administratifs qui sont à cheval sur plusieurs pays, c'est pas très grave. Maintenant, il ne faut pas demander les avantages de ces privilèges, quoi. Ils veulent quand même le beurre et l'argent du beurre, hein. Très souvent, ce sont des salaires assez importants, hein. Ils sont assez importants. Non, pas assez important, extrêmement important. Moi, je vais essayer d'être... Alors ça, c'est vrai pour les anciens... Pour l'Europe, en tout cas, pour l'Europe. Je ne vais pas vous parler des autres institutions, j'en connais qu'une autre, mais pour l'Europe, il y a deux types de grilles. Il y a une grille de gens qui sont contractuels, qui gagnent vraiment pas beaucoup, hein. C'est à peine le salaire d'un fonctionnaire national, hein. Et ils payent des impôts, enfin ils n'ont pas beaucoup d'avantages. Et puis il y a les salaires des super fonctionnaires, et là ça c'est la deuxième grille, hein, la grille des échelons lettres de la super fonction publique européenne. Ça c'est le délire total, hein. La moindre secrétaire c'est 6 000 euros net, hein. Ils ne payent pas l'école privée, enfin je peux vous refaire la liste, c'est hallucinant, quoi. Les avantages, les allocations familiales, c'est rien que leur allocation familiale, vous faites votre salaire avec, hein. Ouais, je pense que c'est disproportionné, c'est tout. Moi, je pense que c'est disproportionné. Surtout que les gens ne sont pas envoyés comme ils sont pas punis quand ils vont là-bas, hein. Ils y vont pour ça, hein. C'est pas des gens, c'est pas des fonctionnaires. Par exemple, ça serait des fonctionnaires. Par exemple, faisons l'hypothèse, ce soit un fonctionnaire français dans un ministère, il dit écoute, voilà, il faut que tu ailles passer 3 ans à Bruxelles parce que ça rendrait service à l'État et tout ça. Oh bon, d'accord, faut que je parte, faut que j'emmène ma famille. Bon, écoute, tu pars à Bruxelles. On lui fait 3 ans de carrière un peu améliorée, et puis après il revient dans son poste. Ça, c'est une chose. Non, c'est des gens, ils passent pas par les États. Ils passent pas par le fonctionnariat national. Ce sont des recrutements européens, donc ce sont des gens qui cherchent ces postes-là. Et ils n'ont aucune relation avec les États. Donc ce sont bien des mercenaires. Ce sont bien des mercenaires qui vont chercher ce pognon-là, hein. Ce n'est pas de l'argent parce qu'on leur demande un service vis-à-vis de leur État. C'est bien des super privilèges. Et du coup, on est d'accord, parce que quand on a des privilèges un petit peu comme ça, que ce soit au niveau fiscal ou c'est pas où, hein, c'est pas salariaux, du coup, on est un peu hors sol et on est facilement
bah, on n'est pas du tout dans les clous, on est assez éloigné des réalités concrètes de chaque pays, quoi. Voilà. On n'est pas un peu hors sol, on est complètement hors sol. Complètement hors sol. Et quand les parlementaires votent des nouveaux impôts, on va en parler un peu après, là. Juste ce qu'on va faire après, là, on va en parler. Ils se rendent plus compte, ça leur passe au-dessus de la tête, ils savent plus que c'est de l'argent qui vient de nos poches, qui vient de notre travail. Pour eux, c'est dématérialisé tout ça. Ouais, je pense que ouais. Des carriéristes, dit Laurent Houtang. En plus, oui, parce qu'en plus, ils cherchent toujours le petit poste, le petit grade, le petit échelon supplémentaire. J'en fréquente quelques-uns, notamment aussi à l'ONU, enfin l'ONU et puis tout ce qui dépend de l'ONU, hein, comment s'appelle le truc des Toubibs, l'OMS et tout ce qui... C'est hallucinant, c'est hallucinant. Mais dis-moi, on trouve ce même problème au niveau des grandes associations, même en France, hein, ou dans chaque pays. On a vu les rémunérations des directeurs devenir extravagants et très éloignés de l'intérêt, en fait, de l'objet. Oui, des associations, des syndicats. Hein. Il y a des gens qui se sont fait choper il y a quelques jours, là, quelques semaines, dans des syndicats. On s'est aperçu qu'ils avaient des salaires complètement fous. Dans les grandes associations, que ce soit la Croix-Rouge, la SPA, on tombe sur des trucs incroyables. Je parle même pas des trucs contre le cancer. Hein. Vous vous rappelez des scandales qu'il y a eu il y a quelques années. Bien sûr, tous ces gens-là, au bout d'un moment, on manipule tellement d'argent qu'on est complètement déconnecté des réalités. Déconnecté des réalités. Ouais, j'ai pas vraiment de réaction, Yannick. Tu peux continuer. Alors, je vais vous parler d'une chose. L'UE est généreuse avec votre argent. Ça vous étonne pas beaucoup. Donc, un pass de transport gratuit sera offert par la Commission européenne à 15 000 jeunes européens de 18 ans cet été pour qu'ils parcourent l'Europe. Et une deuxième vague de bénéficiaires pourra avoir lieu à l'automne. Cette initiative, née d'une proposition du Parlement européen, est dotée d'un budget de 12 millions d'euros en 2018. Les candidats sélectionnés devront suivre un itinéraire prédéterminé, en train, en bus, voire en ferry et en avion dans certains cas. Leur voyage pourra durer jusqu'à 30 jours et comprendra entre 1 et 4 destinations étrangères. Selon le Twitter du portail européen de la jeunesse, un quiz devrait permettre de départager les candidats et le jury sera chargé de procéder à la sélection finale des 15 000 premiers bénéficiaires. Une deuxième vague de candidatures pourrait être ouverte au second semestre s'il reste des ressources budgétaires. Donc vous qui n'avez pas les moyens d'aller en vacances, vous dont les enfants iront chez les grands-parents par manque de moyens, devenez collabo européiste et voyagez gratuitement aux frais des contribuables. Donc voilà, il y a 12 millions d'argent public qui va aller pour que des jeunes européens puissent aller se balader gratuitement dans l'Union européenne. Voilà. Ils sont triés sur le volet. Et ils sont triés après un quiz où il va falloir lécher les bottes à la Commission européenne, certainement. C'est hallucinant. Merci pour la nouvelle. Ouais. Alors, je vais vous montrer une petite image, et évidemment, pour les gens de Mumble, je vous la décrirai. Donc, ça vient. Donc, si vous ne voyez pas, je vais vous la décrire. Alors, c'est un plat saveur des régions, donc qui est dans un plat préparé. C'est une choucroute garnie supérieure, et cette choucroute est marquée spécialité Grand Est. Donc la choucroute n'est plus d'Alsace, je vous l'apprends. On ne parlera plus de choucroute d'Alsace, mais une choucroute de Grand Est. Alors je ne sais pas si les Champenois ou les Ardennais sont au fait de la choucroute. Est-ce qu'ils font pousser du chou? Non, parce que le chou, ça pousse à côté de chez moi, à Krottergersheim, village du chou. Et ça, c'est un dommage collatéral. Donc les grandes régions vendues à l'UE contre un délai pour les déséquilibres économiques de la France ont des conséquences inattendues. La choucroute n'est plus alsacienne, mais du Grand Est. Alors on se demande qui donne les instructions aux gens qui font les emballages. Est-ce qu'ils ont obligation de faire ça? Est-ce que c'est d'eux-mêmes? Je ne sais pas, mais c'est pitoyable, parce que bientôt on aura des galettes françaises et puis des galettes bretonnes. On aura du cassoulet de Grande Aquitaine. Comment s'appelle la région du sud-ouest là? Aquitaine, Occitanie, voilà, le cassoulet d'Occitanie. On aura les frites des Hauts-de-France, les moules des Hauts-de-France et ainsi de suite. Bon, ça devient complètement ridicule cette histoire. Et il faut bien comprendre, alors les gens ne s'en rendent pas compte, mais tout ça, c'est lié aux instructions de l'Union européenne. Je trouve
ça vraiment stupide. Moi, chez moi, il n'y a pas de... Enfin, moi, je suis en Bourgogne, hein, en test aussi. Hein. Ça viendra. La Bourgogne n'existe plus. Vous faites partie de quoi? Grand Est. Bah non, la Franche-Comté, pas dans le Grand Est. On est... si, Bourgogne-Franche-Comté. Bah non. Nous, c'est... Enfin, nous. Oui. Attends, faut que je retrouve ça. Mais bientôt, vous n'aurez plus le droit aux vins de Bourgogne. Hein, ça sera des vins de, je sais pas quoi, centre-Franche-Comté. Vos escargots ne se rappelleront plus de Bourgogne, et ainsi de suite, hein. Et les champignons de Paris, alors Domenico me dit... bon, les champignons de Paris viennent plus de Paris depuis longtemps, mais enfin bon. Domenico me dit que c'est Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, nous boirons du vin de Bourgogne-Franche-Comté, ça sera des escargots de Bourgogne-Franche-Comté, et ainsi de suite. Vous avez encore la chance d'avoir toujours le mot Bourgogne. Ouais. Alors juste une petite... Non, je voulais juste... Françoise Maudit qui dit, est-ce que c'est en particulier pour cette marque? Ouais, t'es d'accord? Non, parce qu'il y a beaucoup d'autres produits petit à petit qui sont en train de perdre leur étiquette de localisation, je dirais au sens régional. Celui-là, comme c'est la choucroute, on peut se dire choucroute d'Alsace, je veux dire, j'ai jamais entendu parler d'autre chose que de choucroute d'Alsace. Donc c'était notable, mais on peut en trouver d'autres. Ouais, c'est aussi comme l'histoire du camembert, hein, en fait, s'il est fait avec plus de 50% de lait français, on peut l'appeler encore camembert, parce qu'ils importent du lait, bien sûr. Ouais, non, mais on est en train de tout perdre, on est en train de devenir fou. Tout ça pour faire plaisir à ces Européens, là, ça devient n'importe quoi. Ouais, j'ai pas d'autres réactions. Je crois qu'on est... Alors, pareil, j'ai mis une image pour les gens de Facebook, et puis les gens qui n'ont pas Facebook, je vais vous le raconter. Donc, c'est trois citations qui sont datées du 26 septembre 2017, du 18 avril 2017 et du 7 mai 2018. Alors, la première citation, c'est Emmanuel Macron plaide aussi pour un ministre des Finances et un budget spécifique pour les 19 pays de la zone euro. Emmanuel Macron dit si on décide que l'Europe doit changer, on la fera changer. Et la dernière, c'est les alliés de Merkel rejettent l'idée d'un ministre des Finances européen. Donc voilà la réalité des choses. Macron fait beaucoup de bruit. Macron a le prix Charlemagne pour saison. Alors c'est fou parce que le prix Charlemagne il est donné pour les gens qui ont eu beaucoup d'influence sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors Macron a eu zéro influence sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il s'est engagé sur des promesses de volonté d'éventuellement peut-être faire quelque chose avec l'Union européenne que les autres refusent. Donc en fait on lui donne le prix. Pour moi ce prix c'est aussi con que le prix Nobel de la paix à Obama, quoi. Hein, le prix Charlemagne à Macron alors qu'il n'a rien fait du tout et qu'il est en train de fabriquer une opposition contre lui. Alors, on va terminer avec les citations, avec Yannick Jadot, l'idiot utile du système. Donc Yannick Jadot, député européen EELV, a poussé un coup de gueule contre la pêche électrique qui menace l'activité des artisans pêcheurs des Hauts-de-France en appelant le gouvernement à faire interdire définitivement cette pratique. Alors, il l'a déclaré en parlant des pêcheurs du nord de la France. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus rien à pêcher. La pêche électrique pratiquée par les Néerlandais en mer du Nord les prive de poissons, ils ne peuvent plus pêcher la sole. La pêche électrique abîme l'écosystème et menace la vitalité des Hauts-de-France. Alors, ce qu'il oublie de dire, entre parenthèses, c'est que la pêche à la sole avec des trucs qui traînent dans le fond, c'est pas mieux. Hein. Ça abîme un petit peu moins, mais quand on racle les fonds avec les chaluts, c'est pas terrible non plus. Alors, mi-janvier, le Parlement européen s'est prononcé pour l'interdiction de la pêche électrique dans l'UE, s'opposant à la Commission qui veut autoriser cette pratique à une plus large échelle en mer du Nord. Le 6 mars dernier, dans une rare unanimité, l'Assemblée avait apporté son soutien au gouvernement pour qu'il obtienne l'interdiction définitive de la pêche électrique dans l'Union européenne en adoptant une proposition de résolution, mais il n'y a pas de force de loi. Donc encore un exemple de l'inutilité du Parlement européen, donc du peuple européen qui en a élu les députés. Je vous rappelle que le Parlement européen n'a pas l'initiative législative et qu'il peut pisser dans un violon, ça ferait la même chose. Quand la Commission européenne a décidé quelque chose qui relève de ses prérogatives, les parlements peuvent crier tout ce qu'ils veulent, ça sert strictement. Yannick Jadot le sait, mais il ne le dit pas. Donc il ment aux électeurs en disant qu'il faut demander l'arrêt de ce truc-là. Et il sait très bien que le gouvernement français n'a aucun poids sur ces décisions. Donc c'est un menteur et c'est un escroc écologiste. Donc Jadot soutient cette Union européenne qu'il critique, il sait qu'il n'a aucun pouvoir comme député fantoche. Donc plutôt que de dénoncer le fond du problème, c'est-à-dire le fonctionnement de l'Union européenne, il fait du vent et du bruit sans plus d'effet qu'une production intestinale après une goinfrerie. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien
Voilà, il fait croire aux gens qu'on a une influence, il fait croire aux gens qu'on peut faire quelque chose, et en fait, on ne peut rien faire. C'est-à-dire aussi bien le Parlement européen que les parlements nationaux ne peuvent strictement rien faire sur ces trucs-là. Vous avez bien vu que les OGM, le glyphosate, voilà la pêche électrique, on ne peut strictement rien faire. Ouais, c'est quand même déplorable. Moi, je vois uniquement, enfin, il faut regarder quand même les interventions de Nigel Farage. Là, il y avait vraiment matière, en fait. Il décrivait réellement l'organisation, le système de l'Union européenne. Là, ça avait du sens. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut faire rentrer au Parlement de l'Union européenne le plus possible de gens comme lui. C'est-à-dire qu'aux prochaines élections en 2019, les gens qui disent qu'il faut pas si on est contre l'Union européenne, il faut pas aller au Parlement européen, évidemment, ça fait les européistes, ça les fait chier qu'on prenne leur place. Il faut absolument mettre le plus possible des gens qui foutent le bordel, qui bloquent les choses, qui remontent des informations, qui montrent aux gens comment ça marche effectivement, et il faut voter en masse pour les partis qui sont contre l'Union européenne pour mettre des députés là-bas. Qui gagnent de l'argent, ça sera très bien, mais en plus qui fassent des Nigel Farage. Il en faut 250, 300, 500 des Nigel Farage au Parlement européen. Ça sera une façon de bloquer les choses. Oui, mais pas des ventres mous. On a eu des ventres mous, on a eu le FN, ça fait quand même 20 ans, là, je sais pas qui sont... Bien sûr, il faut mettre des vrais... Même ELV, hein, c'est pareil. Enfin, normalement, ils ont une politique environnementale assez forte, mais moi, j'ai rien vu de particulièrement bluffant. Enfin, il n'y a pas eu de poids, quoi, en termes de changement en termes environnementaux. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Oui, parce que le fonctionnement du Parlement européen fait qu'ils n'ont pas de poids. Déjà, ils n'ont pas de rôle. Et dans le fait de pas avoir de rôle, ils n'ont pas de poids à l'intérieur du Parlement européen qui a tout noyauté avec le PPE et les grands groupes, et donc ils n'ont aucune voix au chapitre. Et dire le contraire, que ce soit Beauvais, Lepage, tous ceux qui sont passés là-dedans, c'est des escrocs, parce que Jadot actuellement, parce que ils le savent et ils ne le disent pas, alors qu'ils devraient le dire aux citoyens, aux électeurs, en disant attention, c'est une escroquerie, on ne peut rien faire, voilà comment ça fonctionne. Ils le disent pas. Donc ils sont assis sur un... Moi, Jadot, j'ai rencontré en direct, j'ai été un débat avec lui, il n'a pas été capable de répondre à des questions. Il va gueuler un grand coup, il a une grande gueule, et il est incapable de répondre aux questions et de dire les choses telles qu'elles sont, notamment sur le TAFTA. Moi, j'avais fait une réunion sur le TAFTA, et en fait, il soutient le TAFTA. Il fait des grands gestes, mais jamais il va aller contre le TAFTA. C'est lamentable. En fait, c'est même... Enfin, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que même au niveau national, je parle de l'aspect environnemental. Hein, on regarde, par exemple, sur le site du ministère de l'Environnement, c'est pareil. Ils appellent la population à proposer des projets qu'ils savent que ces projets ne seront pas appliqués au niveau de l'Union européenne. Ils sont contraires à pas mal de directives. C'est incroyable. Moi, je trouve ça, c'est de l'escroquerie, quoi. Oui, c'est du mensonge, c'est l'escroquerie, c'est de la propagande, c'est de la manipulation, c'est laisser croire qu'on veut faire les choses et qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas les faire. Bien sûr. C'est le mauvais côté de la politique, c'est le très mauvais côté de la politique, ça. Alors, je vais terminer en vous parlant d'une consultation sur l'avenir de l'UE. Donc, la Commission européenne lance une grande consultation sur l'avenir de l'Union européenne. Donc, ils ont fait venir 80 personnes, je crois, la semaine dernière à Bruxelles, qui ont construit un questionnaire de 12 questions pour une consultation sur l'Union européenne. Donc, c'est une consultation, c'est un sondage, qui est dans toutes les langues de l'Union européenne et que vous pouvez avoir sur l'adresse que je vous ai mise. Donc, je te laisserai la mettre sur Facebook, Isabelle. Vous l'avez dans le chat Mumble. Et donc, vous pouvez aller répondre à ce questionnaire. Alors, faut pas s'en priver. Et puis, aller mettre les commentaires, parce qu'il y a des questions fermées. Vous cochez des cases. Et puis, des petits encadrés où vous pouvez répondre en questions ouvertes. Et il faut aller charger au maximum. Et puis, il faut que tout le monde y réponde. Et il faut que, significativement, statistiquement, voilà. Alors peut-être qu'ils trafiqueront les résultats ou qu'ils sortiront pas les choses. En tout cas, les gens qui dépouilleront verront bien ce qu'est la réalité. Donc, faut pas hésiter à y aller. Alors, bien sûr, toutes les questions sont extrêmement fermées. En gros, c'est l'Europe, c'est bien, très bien ou excellent. Est-ce que vous voulez que ça soit mieux, très mieux ou encore plus mieux? Et puis voilà, je veux dire, il n'y a aucune ouverture dans les questions fermées sur est-ce que vous pensez que c'est inutile? Enfin voilà, il n'y a pas de question vraiment, c'est pas l'avenir de l'Union européenne, c'est l'avenir de cette Union européenne. Voilà. Par contre, il y a des encadrés avec questions ouvertes, il faut y aller, il faut charger sur la souveraineté, le travail détaché, les glyphosates, les OGM, enfin tout ce qu'on leur reproche.
et il faut y aller. Donc moi je vous encourage à aller sur ce site, à répondre, pour ça prend 2 minutes, hein, à répondre à leur bignou là, et puis à faire circuler sur vos pages Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez, faire circuler cette adresse et dire aux gens, écoutez, allez répondre, et puis charger la barque, pour que, voilà, il faut aussi utiliser les outils de l'adversaire pour lui parler. Donc n'hésitez pas à le faire. Bien sûr, c'est pas du tout démocratique, on ne sait pas comment ça sera traité, c'est hors contexte, donc c'est hors institution, donc s'ils veulent le mettre à la poubelle, ils mettront à la poubelle, il n'y a aucun contrôle démocratique sur le traitement des résultats, les questions sont toutes pourries, mais néanmoins, il faut quand même aller mettre le way là-dedans. Donc voilà, je vous conseille de le faire. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, que le journal papier ipso facto Europa est disponible, celui du mois de mai, et donc vous pouvez le trouver sur le site web de l'association, hein, www.lesclésdeleurope.fr. L'objectif de ce journal, c'est d'être imprimé, hein, c'est pas un document internet, c'est être imprimé, d'être distribué, d'être déposé, d'être échangé, d'être commenté, d'être mis dans vos entreprises, vos associations, vos familles, et ainsi de suite, et ça de l'attente de tout bib, et ainsi de suite. L'idée est d'avoir du papier qui traîne, qui reste. Les gens à qui on le donne sont très contents de l'avoir, de le lire, et nous font un retour très positif, donc il faut continuer. C'est le numéro 11 de mémoire, oui je crois que c'est le numéro 11, et donc il faut continuer, continuer absolument à faire circuler ce truc-là. Alors, ceci termine l'exposé, merci de votre attention. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, toutes les références et tous les articles utilisés pour cet exposé sont sur la page Facebook Les Clés de l'Europe. Je vous encourage à vous y abonner, à la faire connaître autour de vous. N'oubliez pas de visiter le site web de l'association Les Clés de l'Europe, à l'adresse que je vous ai dit tout à l'heure, www.lesclésdeleurope.fr. Je vous invite maintenant à un débat ouvert sur tous ces sujets ou ceux que vous voulez développer autour de l'Union européenne. Et je rends la parole à Isabelle. Merci Yannick. N'hésitez pas sur ceux qui sont sur le Mumble, si vous voulez vous exprimer sur un sujet en particulier ou un sujet qui est passé aujourd'hui, de mettre un P. Je vous laisserai la parole pour vous exprimer. Et sur la page Facebook, n'hésitez pas à donner vos réactions. Je les relayerai à Yannick. Je reprends une réaction qui est venue un petit peu après ce dont tu as parlé concernant la bonne choucroute du Grand Est. C'est Laurent Houtan qui disait mais alors on boycotte et c'est tout, on est toujours libre d'acheter ou pas. Qu'est-ce que tu en penses Yannick? Donc tout à fait, surtout que personnellement c'est pas des produits que j'achète, donc c'est pas un problème. Mais bien sûr, mais est-ce que les gens sont, ça c'est pour les gens qui sont informés, qui sont éveillés comme on dit dans le métier, mais il faudrait aller mettre des étiquettes sur ces trucs-là. Je veux dire, faut réagir, faut que les gens comprennent. Est-ce que les gens, en général, font la différence quand ils achètent leurs trucs? Voilà. Est-ce qu'ils s'en offusquent pas? Et petit à petit, ils vont se faire manger par tout ça. Il faudrait avoir des petits autocollants dans sa poche et puis mettre, non, Alsace, ça n'existe pas, la choucroute Grand Est. Spécialité Grand Est, hein. Il pourrait mettre origine Grand Est, spécialité alsacienne. Non, c'est parce que c'est plus alsacienne dans ces cas-là. C'est plus au sens régional, c'est au sens culturel. Donc il y a vraiment un amalgame entre le côté culturel et le côté administratif régional qui est inadmissible. Je veux dire, Grand Est, c'est une division administrative. Ce n'est pas une division gastronomique ou folklorique. Donc ils essayent d'étouffer les particularismes. Là, c'est vraiment... c'est pour ça que je me demande qui donne les ordres de ce truc-là. Parce que et en plus, on dit saveur des régions. Hein. Le plat, c'est saveur des régions. Donc saveur des régions, je suis désolé, mais Grand Est, il n'y a pas de saveur Grand Est. Hein. Ça n'existe pas. Hein. La cuisine alsacienne existe, la cuisine du Grand Est n'existe pas. Ouais, j'ai eu le même sentiment que toi concernant qui donne en fait ces directives. Et puis ce qui est dommage, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui a voulu bien faire. On ne sait pas trop en fait ce qui se cache derrière. Et puis l'autre chose, c'est que je me dis que de boycotter en fait... on ne peut pas boycotter tous les produits. J'ai l'impression que ça va être le cas pour de nombreux produits régionaux. C'est dramatique. Vous avez déjà dû voir un certain nombre de choses. Hein, viande issue de la communauté européenne, beurre de la communauté européenne. Je veux dire, de plus en plus, les provenances sont masquées. Hein. Alors, elles sont masquées ou simplement elles sont amalgamées. C'est-à-dire que un cochon qui est né en Allemagne, élevé en Bretagne... tué en Allemagne, mis en conserve en Tchéquie et vendu en France, on ne sait plus d'où il vient ce pauvre cochon. Hein. Ça peut dire qu'il soit moins bon, hein, je ne sais même pas le problème, mais à ce moment-là, c'est quoi? C'est produit européen. Oui, ça nous fait une belle jambe. Hein.
en sachant qu'il a fait 3000 km en camion, dans des conditions on se demande comment, et puis on ne nous demande pas notre avis. Donc c'est dramatique. Ouais, écologiquement, c'est comme le bio. Hein. Le bio, c'est bien le bio, mais si le bio a fait 3000 km, c'est plus vraiment du bio en fait. Tout à fait. Bon, il y a Laurent Houtan qui dit que ça doit se décider dans les loges. Non, moi je suis beaucoup plus prosaïque que ça. Il y a une circulaire certainement ministérielle du commerce qui a dû arriver dans les grands magasins en disant voilà, à partir d'aujourd'hui, les dénominations régionales sont celles-ci, et puis voilà, vous devez vous y conformer. Vous savez, ces grandes entreprises reçoivent des directives, des réglementations sans arrêt. Hein. Donc voilà, ça a dû arriver dans un truc de réglementation. Puis le mec qui fait les étiquettes, il n'a pas réfléchi, il dit bon, on me dit qu'il faut que ce soit le Grand Est, il met Grand Est. Hein. C'est pas la peine de passer par des choses ésotériques. Nos administrations savent faire ça très très bien. Hein. Et imaginons juste un instant que puisque les régions peuvent recevoir des subventions, donc en fait, en échange de subventions, on oblige certains producteurs de mettre des étiquettes comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? De toute façon, je vais vous dire, c'est même pire que ça, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que du moment qu'il y a une subvention qui arrive, il faut mettre Union Européenne. Point. C'est dans les textes, c'est dans les contrats, vous allez sur les sites web de la Commission Européenne, c'est écrit dans les programmes, c'est une obligation. Donc c'est déjà le cas. C'est écrit en toutes lettres sur les sites des programmes européens. Donc non, ne faites pas d'hypothèse, c'est certain. Floué en fait, hein. On est floué sur l'origine, sur la traçabilité et puis financièrement finalement. Ben, en plus, là, sur ce produit, la spécialité Grand Est, si on voit choucroute alsacienne, on peut imaginer que le chou vienne d'Alsace, que le cochon pour les saucisses, le lard, la palette, le Kessler, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du rôti fumé. Les patates viennent d'Alsace, on pourrait s'imaginer. Maintenant, si on vous dit spécialité Grand Est, ils viennent d'où les produits ? Ils viennent d'où ? Je veux dire, vous pouvez plus, même inconsciemment, vous dire ce produit vient d'Alsace. Peut-être que c'est du cochon des Ardennes, la saucisse de Montbéliard, et puis je sais pas quoi, et puis cuisiné au champagne, pourquoi pas ? Je veux dire, ça a quel sens ? Je veux dire, ça n'a plus aucun sens, ni culturel, ni gastronomique, ni historique, ni rien du tout, je veux dire. Et en plus, d'un point de vue provenance, ça n'a pas de sens non plus. Donc, on gagne quoi ? On gagne quoi dans l'histoire ? On gagne rien. J'ai remarqué aussi que dans les grandes surfaces, pour les produits préparés, par exemple, tous les E quelque chose commençaient à disparaître maintenant. On sait que E, ça veut dire Europe. Par exemple, E250, c'est le nitrate de sodium. Donc, c'est nocif, hein, voilà. Donc ils suppriment ça et ils mettent le véritable nom pour noyer le poisson. Alors parfois c'est difficile à retenir, donc voilà. Ou sinon ils mettent un nom qui se rapproche, mais qui n'est pas la réalité des prix, quoi, en réalité. Voilà. Ils arnaquent les consommateurs, c'est ça que je voulais dire. De toute façon, je veux dire, le consommateur n'est qu'un consommateur. Je veux dire, il n'est plus ni acteur, ni force de décision, ni force de choix. Il doit consommer ce qu'on lui donne à consommer, dans le format qu'on lui donne à consommer, pour des origines qu'on a choisies pour lui, et puis voilà, quoi. Est-ce que tu as un retour concernant le iboycott.org, enfin i-boycott.org en fait? Non. Non, t'as pas vraiment de retour. Non. Et d'abord, qu'est-ce que peut faire en fait cette action? Mais je sais pas, parce que en général, les actions de boycott sont pas très efficaces, sauf si c'est une cause, je dirais, ouvertement humanitaire. Hein, je n'ai jamais vu de boycott efficace. Moi, dans ma vie, j'ai vu qu'un boycott efficace, c'est celui de l'Afrique du Sud. Les plus jeunes ne connaissent pas. Les plus anciens doivent se rappeler de tout ce qui était autour de l'Afrique du Sud, le boycott qui a eu lieu entre l'Afrique du Sud. Il n'y a que celui-là qui a fonctionné. J'en ai jamais vu d'autres qui fonctionnent. Rappelle-le-nous, tiens, ce serait gentil. Quand l'Afrique du Sud pratiquait l'apartheid, et donc il y avait beaucoup d'oranges, notamment des oranges qui venaient d'Afrique du Sud,
Si je me rappelle bien, la marque c'était Outspan, Outspan, c'était en fait de l'Afrique du Sud, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien, je suis pas sûr, peut-être que je dis une bêtise. Et donc il y avait vraiment une grosse action et d'ailleurs les États avaient repris le boycott, hein, en plus des consommateurs. Et donc il y avait vraiment des logos qui étaient mis sur les cajots, sur les fruits, dans les magasins par les activistes. Et donc les gens n'achetaient plus de produits qui venaient d'Afrique du Sud. Et ça a mis à genoux l'économie d'Afrique du Sud. C'était un des actes qui a permis l'évolution et l'annulation, enfin plutôt l'abrogation de l'apartheid blanc-noir en Afrique du Sud. C'était une vraie action citoyenne et qui a été reprise par les États. Effectivement, ça a été assez fort. Ils ont mis en balance en fait leurs besoins en fait en termes de nourriture, etc. Mais en France, par exemple, je parle de la France ou les pays de l'Union européenne qui s'appauvrissent progressivement. Tu nous avais donné les chiffres la semaine dernière concernant les taux de pauvreté au sein de l'Union européenne. C'est difficile pour des Français, par exemple, de boycotter des produits quand ils sont un peu obligés d'acheter ce qui est sur le marché. C'est d'autant plus que les produits bas de gamme, qui sont souvent les produits qui ont la moins bonne composition, qui voyagent le plus, qui viennent de plus loin, qui sont mal emballés, enfin voilà, qui ont tous les défauts, eh ben, ce sont les produits de première nécessité que les gens dont les gens ont du mal à se passer, notamment les gens qui ont très peu de moyens. Je veux dire, dès qu'on veut acheter un truc qui fait plaisir à un gamin, quand on regarde les cordons bleus de très bas de gamme, on se demande s'il y a de la viande dedans. Ben voilà, les gens achètent ça pour leurs enfants et ainsi de suite, les poissons panés, les choses comme ça. C'est des produits qui sont pas bons d'un point de vue gustatif, d'un point de vue composition, d'un point de vue écologique, mais par contre c'est les moins chers et puis voilà quoi. Les gens sont quasiment obligés d'acheter du fait de leurs conditions de vie quoi. C'est dramatique, hein. Les gens n'ont plus le choix de vivre quoi, hein. Ils doivent acheter les produits qu'on leur donne. Je rappelle sur Mumble, pour ceux qui veulent s'exprimer, de mettre un P pour prendre la parole sur un sujet passé ou un sujet libre. Et puis ceux sur Facebook, n'hésitez pas à mettre vos réactions. Je les relayerai sans problème. Voilà. Ouais, j'ai pas beaucoup de réactions. Bon, et à mon avis, les gens sont abasourdis par tout ce que tu viens de nous dire, Yannick. Bon, bah écoute, s'il n'y a pas beaucoup de réactions, les gens vont réfléchir, on en reparlera la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Ok, on se quitte comme ça ce soir. Merci Yannick. Alors, je vous dis à bonsoir, je vous dis à la semaine prochaine. Restez attentifs, il va se passer des choses certainement. Et on parlera de tout ça, on fera le point la semaine prochaine. Bonsoir à tous, salut. Bonsoir à tous, à la semaine prochaine, jeudi, à partir de 21h. Merci à vous, au revoir.